venu avant. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Paris, dans un petit café qui porte le nom de Jour de fête. Oui. C'est un hasard qui a fait que nous sommes là, mais rien n'est hasard, parce que c'est un nom qui envoie au cinéaste français Jacques Tati, Oui. son célèbre film Jour de fête. Et on se rappelle que Tati, finalement, elle avait des origines russes. Il s'appelle Tati Chef. Il s'appelait Tati Chef. Et vous venez de me dire que finalement, ça va encore plus loin. Oui, parce que j'ai été avec, je pense que c'est son fils, qui était à l'école primaire avec moi, en banlieue parisienne, à Sceaux, qui s'appelle Alexis Tatichev, que j'ai pas vu depuis 45 ans peut-être, dans les 40 ans, quand j'étais à l'école primaire. Et donc voilà, ça me fait des souvenirs. Et je pense que l'univers de Jacques Tati, vous ne vous êtes pas étranger. Oui, parce que il est dans la descendance des burlesques. Je vous vois très bien jouer dans les films de Tati. Ah oui, hélas, c'est plus possible, malheureusement. Mais pour moi, ça me parle directement, quoi, les gens qui sont... cet univers des burlesques français ou américains, ou comme Tati, d'origine russe, ces gens qui choisissent l'expression par l'image et par un personnage comme ça qui est confronté, qui est maladroit, qui est confronté à une réalité qui peut être hostile, qui se comporte dans le monde de façon poétique en fait. Comme Chaplin, moi, très tôt j'ai été fasciné par Chaplin, par Buster Keaton, par Harpo Marx aussi, et puis les clowns, les grands clowns. Je me souviens, il y a Popov, ce clown russe qui est énorme. Il y a Grock aussi, dont j'ai lu les mémoires. Je trouve que c'est un univers, c'est presque une des ambitions d'enfant et même d'apprenti comédien. À un moment donné, c'est d'aller vers le clown, d'aller vers le cirque aussi, vers le rapport forain. Il se trouve que j'ai été emmené, parce que encore je vous dis, il y a le hasard qui fait beaucoup. J'ai été emmené, puis j'ai voulu approfondir le travail de l'art dramatique, le rapport au texte. Mais je garde en moi quand même cette propension à apprécier, à vouloir faire exprimer par le corps, pas simplement par les mots. Et puis ce goût effectivement pour le côté forain, le côté burlesque, le côté poétique, les choses qui n'ont pas besoin de passer par un langage savant. Et comme c'est le cas pour Tati, comme c'est le cas pour tous ces burlesques. En fait, depuis que je me rappelle de vous, vous m'avez toujours parlé d'une grand-mère russe. Oui, oui. Alors, est-ce qu'elle existait, cette grand-mère russe? En fait, c'est une drôle d'histoire. Parce que c'est pas ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère qui a vécu en Russie, début du XXe siècle. Avant la Révolution, j'ai su des bribes un peu de cette histoire par ma grande-tante, qui parlait beaucoup de sa grand-mère, des Romanov, de la cour du tsar, de Raspoutine, de Yusupov. Il y avait tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle était, je pense, dame de compagnie à l'époque, où elle a gravité avec sa famille à Saint-Pétersbourg. Et j'entendais ça quand j'étais môme, quand j'étais enfant, et c'était très ambigu. Elle en parlait comme si on avait vraiment, comme si c'était une aïeule russe. Donc moi j'ai cru pendant 40 ans presque qu'on avait de la famille en Russie, qu'on avait du sang russe. Et j'ai trouvé ça fascinant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'être d'origine russe que d'être originaire de la banlieue parisienne. C'était plus exotique, plus romantique. Et du coup, pour cette raison, j'ai appris le russe au lycée en première langue. Et j'ai été fasciné par la culture russe, par la littérature, par les poètes. Je parle assez mal russe parce que j'ai pas vraiment continué mes études là-dedans, mais j'ai entretenu le rapport à cette langue
à travers les poètes, à travers des figures comme Vysotsky, j'ai beaucoup écouté, à travers des poètes comme Marina Tsvetaeva, comme Mandelstam, Yesenin, Akhmatova. C'est des poètes que je peux lire un peu dans le texte, que je peux pratiquer. Et puis en fait, je pense que c'est ma mère qui en avait marre à un moment donné de dire que j'étais russe. Surtout dans le milieu du théâtre, ça donnait un peu une sorte de posture, quoi, d'être en tant que jeune comédien et puis de pouvoir parler en russe comme ça, à tort et à travers. Ça me donnait un peu une assise, un aplomb. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout de sang russe. Et que cette fameuse arrière-grand-mère, c'était une Anglaise. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, j'étais déjà imprégné. Empoisonné, je dirais pas ça. Oui. J'étais imprégné d'une sorte de slavitude que j'aime bien toujours. C'est-à-dire, si vous voulez, je suis toujours été plus attiré par les pays de l'Est que par l'Amérique, que par la culture américaine. Je me suis beaucoup plus dirigé vers... j'ai beaucoup plus voyagé dans les pays de l'Est. Et l'anglais, c'est une langue avec laquelle j'ai plus de problèmes, qui est peut-être moins difficile que le russe, mais le russe, ça m'enchante toujours. Et puis ce pays, il est fascinant. En même temps, ce qui est très curieux, c'est que j'ai pu passer vaguement pour quelqu'un d'origine slave, dans un milieu français, dans un milieu d'artistes français. Par contre, chaque fois que j'ai été en Russie, je me suis rendu compte que j'étais pas... Il y avait un grand décalage, quoi, entre une Russie imaginaire que je m'étais forgée avec la neige, avec les troïkas, avec Rasputin, avec une sorte de mythe russe qui m'habitait, et puis la réalité est autre, même si la réalité est aussi fascinante. Donc alors, ce pays imaginaire qui a nourri quelque part vos premières années, alors il a abouti d'une manière symbolique à votre premier rôle au théâtre qui est Hippolyte. Oui, ben vous savez, ce qui est étonnant, c'est que ce rapport à la langue russe, à la littérature russe, ça m'a permis de voyager à travers des personnages de théâtre, à travers la poésie, et effectivement donc de découvrir Dostoïevski et de me sentir proche de ces personnages, de la manifestation de ce qu'on appelle l'esprit slave, quelque chose que je trouve qui est particulièrement russe. C'est une sorte de générosité d'âme, une propension à s'émouvoir, à passer du rire aux larmes, à être dans un rapport extrêmement physique aussi à la vie. Il y a plusieurs rôles à travers lesquels j'ai découvert ça. Pour moi, effectivement, le premier rôle qui m'a apporté, c'est-à-dire j'ai des rôles russes qui jalonnent un peu ma trajectoire de comédien, qui sont des rencontres importantes. Et Hippolyte, dans L'Idiot de Dostoïevski, qui était vraiment le premier rôle où j'avais à défendre une personnalité vraiment humaine. C'est-à-dire, avant Hippolyte, comme je viens plus comme comédien, j'ai été formé par le mime, par la commedia dell'arte, par l'acrobatie. Et les premiers rôles qu'on m'a confiés, c'était plus des rôles un peu animaux, avec une partition de pantomime ou de danse. Et là, c'était le premier rôle où j'avais un propos qui me convenait parfaitement. C'est-à-dire, Hippolyte, il avait mon âge à l'époque, il avait une vingtaine d'années. Et il défendait quelque chose, une pensée nihiliste, un type qui est condamné par la maladie, par la phtisie, et qui est aussi un porte-parole de la pensée du prince Mychkine. Il se trouve vraiment, parce que vous parliez de la mise en scène de Vincent McCain, où il y a un parallèle entre Mychkine et Hippolyte, mais en même temps, pour moi, Hippolyte, il est vraiment entre Ragojine et Mychkine. Il est entre ces deux figures. Et c'était une expérience théâtrale qui m'a beaucoup marqué, dont je me souviens encore aujourd'hui, avec deux grands comédiens qui ont disparu depuis. C'était Benoît Régent et... comment il s'appelle encore Delsart, Marc Delsart. C'était une sorte de comédien très inspiré, un peu à la manière de Jim Morrison.
et puis qui s'est consumé très vite, malheureusement. Et après, vous avez passé vers le prince Mychkine, Oui, quelques années plus tard. Entre-temps, j'ai eu la chance de jouer dans une pièce de Tchekhov aussi, dans La Mouette. J'ai pu jouer Trepliev, qui était aussi une rencontre très importante avec ce personnage, même avec l'écriture de Tchekhov. Et c'était la mise en scène de qui? C'est un metteur en scène avec qui j'ai fait plusieurs spectacles, qui s'appelle Pierre Pradinas. Et c'était une grande découverte aussi, Tchekhov. Parce que, curieusement, c'est des rôles qu'on m'a jamais confiés quand j'étais apprenti comédien au conservatoire. Comme la notion d'emploi est quand même perdure énormément en France, dans les écoles du moins. Moi, quand j'étais apprenti comédien, on me confiait surtout soit des rôles de monstres, comme Néron, comme Richard III, soit des rôles de valets de comédie, comme Sganarelle dans Molière, ou Harlequin dans Marivaux. Donc j'ai eu accès à ces rôles importants, pas de jeunes premiers, mais ces figures comme ça, idéalistes. J'ai vraiment eu accès à ça grâce à des metteurs en scène qui m'ont vu ailleurs que ce que je représentais comme ça dans la vie de tous les jours. Et après, il y avait ce fameux prince Mychkine Oui. à l'Odéon, Oui, qui m'a beaucoup marqué, je dois le dire, parce que c'était tête-à-tête entre Rogojine et le prince. oui. Voilà, un peu dans le style du spectacle de Vajda, Nastasia. J'ai pas vu. Voilà, Ah oui. donc, Oui, c'était une adaptation d'Idiot, fait par un poète qui s'appelle Zeno Bianu, mis en scène par un jeune metteur en scène à l'époque qui s'appelle Bola Gera, qui est d'origine hongroise. Et il avait voulu un face-à-face, raconter tout le roman en partant de la dernière scène de l'Idiot, c'est-à-dire où Mychkine se retrouve chez Rogojine, qui vient de tuer Nastasia Filipovna. Et donc c'est une pièce à trois, avec une absente. Mais la présence de Nastasia Filipovna est très importante. C'est une très belle scène, très beau chapitre du livre. Et donc il racontait tout l'itinéraire de ces deux protagonistes en partant de cette ultime scène. Vous savez, ce qui est assez curieux, c'est que moi, j'ai plongé dans une Russie imaginaire quand j'étais enfant, et après, la Russie, finalement, m'a toujours accompagné. C'est-à-dire, j'ai fait des rencontres à travers la littérature, à travers le cinéma, et puis concrètement aussi à travers des comédiens qui vivent en France, ou sur des tournages comme... c'est-à-dire, je suis un peu hanté par une Russie. Et ne serait-ce que la rencontre avec ce grand pianiste Mikhail Glody, avec qui on avait fait quelques soirées comme ça autour de la musique d'une vie de Makin, c'était formidable. Pour moi, ça allait de soi, quoi. Il y a quelque chose qui est magique, qui se passe comme ça. Et puis, j'entends parler russe, bah forcément, c'est quelque chose qui se réveille. Même si c'est avoué que j'ai pas de sang russe du tout, mais j'ai tellement cru à ça, et comme dirait j'avais discuté de ça avec un metteur en scène hongrois, un chorégraphe, Joseph Nagy, une fois en rentrant d'une province où il avait joué son spectacle, moi j'avais joué un autre spectacle, puis je lui avais parlé de mon scrupule de russitude, comme ça, je lui ai raconté mon histoire. Il m'avait dit, mais en fait, si tu as cru pendant 40 ans que tu étais russe, c'est tout comme. Oui, exactement. Donc voilà, il y a quelque chose qui a primé en moi. Parce que quand vous m'avez dit, ça ne m'a pas étonné du tout, je trouvais ça tout à fait logique. Oui, oui. Donc j'étais presque déçue que c'est pas vrai. Ben, en Russie, on vous connaît surtout en tant que l'acteur du cinéma, un grand acteur du cinéma, parce que je dois vous dire que Leos Carax est un des réalisateurs les plus admirés des temps modernes en Russie. Oui, et j'ai cru vous comprendre. êtes un acteur de génie qui accompagne Leos Carax. Est-ce que dans votre parcours, il avait aussi les rencontres avec les cinéastes russes, avec le cinéma russe? C'est-à-dire, moi j'ai vu
J'ai été absolument conquis par les films de Eisenstein, Ivan Terrible, j'ai vu, j'ai vu plusieurs films, cette image du cinéma russe, pour moi, dans laquelle excelle Eisenstein. Je trouve ça, il y a quelque chose qui est très onirique, qui est très concret en même temps, qui m'emporte totalement. Après, j'ai découvert, il y a Tarkovsky aussi, que j'ai beaucoup aimé comme cinéaste. J'avais même travaillé à un moment donné sur une lecture publique du journal de Tarkovsky, sur les 10 dernières années de sa vie, au moment où il quitte l'URSS, où il fait Stalker, et où il passe par l'Italie, et puis finalement il se retrouve à Paris. Et puis c'est un grand cinéaste, c'est un grand poète. Je pense qu'il y a énormément, indubitablement, il y a ce rapport entre la poésie et le cinéma, dans ce que je connais du cinéma russe. Et ce qui n'est pas tout le temps le cas en France. Moi j'ai eu la chance de travailler avec des cinéastes poètes. Pour moi c'est le cas de Léos Carax, c'est le cas de Claire Denis, et c'est ce cinéma-là qui m'attire. Mais si vous voulez, dans ma manière de travailler, je suis plus dans une attitude, je ne vais pas faire démarcher pour aller travailler avec quelqu'un. Pour moi, je me comporte comme une sorte de matière première, malléable, en même temps active, dans mon imaginaire, dans la manière dont je peux entraîner mon corps pour jouer, et mon esprit aussi. Et puis c'est un peu les rencontres. Je crois énormément au hasard, aux gens qui viennent me voir, qui me disent « j'ai envie de travailler avec toi ». Mais j'ai jamais, en tout cas dans mon itinéraire de comédien, j'ai jamais dit « oui, j'aimerais absolument travailler avec un tel ». Donc il se trouve que j'ai été amené à tourner d'abord dans un film allemand de Weitelmer, qui avait eu un prix au festival de film d'amour de Moscou, un film qui s'appelle Tuvalu, qui est un film muet avec une grande comédienne russe qui s'appelle Tchoulpan Khamatova. Et ça a été une rencontre fabuleuse, une rencontre humaine et une rencontre artistique, parce que j'ai vu cette comédienne quand Weitelmer est venu en France pour chercher un des protagonistes de son film, le rôle principal, même masculin. Il m'a montré les essais qu'il avait fait avec Tchoulpan, et je me suis dit, ah oui, je veux absolument jouer avec cette actrice. Parce que j'ai trouvé immédiatement une sorte de rapport à l'enfance, quelque chose de ludique, une fantaisie, une sorte de candeur, et un rapport à l'imaginaire qui m'a tout de suite séduit. Et c'était... on a tourné en Bulgarie, à Sofia, à Varna, et c'était une expérience formidable. Et c'est un film, curieusement, qui n'a pas du tout marché en France, et qui a beaucoup plu en Russie, dans les pays de l'Est. Alors on invite